Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous demander qu'est-ce qui se passerait si le Paris moderne était téléporté au Moyen-Âge en 1329. Avant toute chose, je souhaiterais faire un petit disclaimer puisque je tiens à préciser que cette vidéo ne fait pas partie de l'univers de la série Paris 1328 d'Alteris et est une série à part. C'est sa propre série, sa propre timeline, ses propres personnages, son propre univers. Je tiens malgré tout à dire que sans la série citée précédemment, le lien est dans la description, ma série n'aurait pas eu lieu puisque j'ai eu l'idée de cette série en voyant la série d'Alteris et en me disant en fait il y a certaines choses qui sont pas exactement comme moi je les visualiserais, comme moi je verrais l'évolution des choses, donc je me suis dit il faut que je fasse la mienne. Je tiens à préciser que cette série n'a pas pour but de faire de la politique, n'a pas pour but de faire l'apologie de la moindre idéologie et finalement n'a pas pour but de représenter l'histoire réelle. Évidemment, cette timeline n'est pas la réalité. Paris ne va pas disparaître en 2025. Ce n'est qu'une vidéo qui a pour but de nous amuser et de passer un bon moment sur YouTube, qui n'a ni pour but d'offenser, ni pour but de représenter la réalité. Je vous laisse donc à la vidéo. Je tiens à préciser que les personnages présentés ici sont évidemment fictifs et n'ont pas pour but de représenter des personnages réels. Paris, 2025. C'est une ville de richesse, de pouvoir, mais également de pauvreté et de malheur, de complot. C'est une ville qui a souffert, mais qui reste lumineuse. Une des villes, si ce n'est la ville la plus visitée au monde, qui rayonne culturellement parlant et qui représente la France à l'international. Certes, quelques poubelles de plus se sont entassées, mais fondamentalement, rien n'a changé ces dernières années. Le président, Étienne Lemayeux, est installé à l'Élysée, ce alors que la mairie de Paris est contrôlée par la Hidalgo. Enfin, Paris est bien évidemment la ville du pouvoir financier de la France, la ville des ministères, la ville des administrations et la ville évidemment du tourisme. C'est ce que va donc découvrir Jack, visiteur américain. Mais alors qu'il s'apprêtait à venir visiter la tour Eiffel, tout d'un coup, il vit le ciel s'embrumer, comme si l'univers avait bugué, comme si quelque chose avait changé, comme si une loi de la physique s'était inversée. Et le ciel devient noir, il devient sombre, personne ne comprit. Et il eut une envie subite de s'évanouir. Il ne sut comment résister, mais il y arriva. Il vit le ciel s'inverser. Il vit l'impossible. Il se demanda, est-ce ça la fin du monde? Est-ce une sorte de Big Bang inversé? Est-ce une explosion entre de la matière et de l'antimatière? Mais qu'est-ce? Mais que se passe-t-il? Est-ce le jugement dernier? Puis tout d'un coup, tout s'arrêta. L'air fut tout d'un coup plus pur, plus respirable. Il faisait frais, alors qu'il devait faire chaud. Il ne comprit ce qu'il arriva. Alors que le ciel commençait à devenir une chose incompréhensible, tout d'un coup, à la télé, apparut un message, puis plus rien, comme si Internet s'était coupé. Vite! Tous au bunker! En effet, au même moment, au palais de l'Élysée, c'est la panique. Mais que se passe-t-il? Les responsables de l'État, enfermés dans leur bunker, ne savent que faire. Le ciel est devenu fou. Est-ce la fin du monde? Mais, au bout de quelques minutes, ils finissent par en vérifier que tout va bien. Et une lumière revint. En effet, ils avaient accès à des groupes électrogènes de secours pour continuer à s'alimenter en électricité, même en cas de coupure de courant.
ce qui, évidemment, ne tarda pas d'arriver. Par ailleurs, différents problèmes se furent voir. Premièrement, Internet fut coupé. En effet, il était impossible d'accéder aux serveurs américains, comme si les câbles qui traversaient l'Atlantique avaient été coupés. Plus grave encore, les sous-marins nucléaires ne répondaient pas. C'est la panique. Très vite, on commence à établir des plans de bataille. La priorité est de comprendre ce qui se passe et de rétablir le plus vite le contact avec les alliés, mais également les autres pays, ainsi que les différentes forces armées partout sur le territoire. La marine, les bases, plus rien ne répond, ni même les bombes nucléaires. Mais que se passe-t-il? Il faut déclarer l'état d'urgence. Tape du poing sur la table, un général. Non! Il ne faut pas faire paniquer la population, répond le ministre de l'Intérieur. Que faire? Le président est pensif. Que voit-il? Il se croyait un économiste. Il avait été là pour distribuer de l'argent, pour essayer de rembourser la dette. Il ne savait pas gérer une telle crise. Que faire? Que faire? Là était la question. Mais déjà, on envoya quelques pigeons voyageurs et une petite expédition militaire devait faire le tour de la ville, vérifier qu'aucun commando n'était en train de l'envahir. Également, les radars ne disaient qu'aucune bombe était en train de venir la bombarder. C'était la terreur, personne ne savait quoi faire. L'Élysée avait peur, l'armée avait peur. Mais à la mairie de Paris également, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Très vite, la mairie de Paris décida de s'organiser et des émissaires furent envoyés, entre autres à l'Élysée, mais également à Matignon, au ministère de l'Intérieur et au Pentagone à la française. Dans un petit village aux abords de Paris, le tocsin n'a jamais autant sonné. Que se passe-t-il? Est-ce le jugement dernier? C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de paysans, et c'est ce que le prêtre local n'ose annoncer, de peur d'avoir des problèmes si jamais il le dit. Mais en tout cas, tout le village est venu à l'église. Le Seigneur mobilise ses hommes, ses chevaliers, car ils ne savent que faire. Déjà, il y a la peur que des armées démoniaques sortent de cette dernière. De loin, la vision est terrifiante. Des bâtiments plus hauts que ceux de l'antique Rome. Des tours de verre dans lesquelles on se voit. Des écritures à la fois incompréhensibles et compréhensibles. Jamais, jamais le royaume, la chrétienté n'ont pu affronter un tel péril et une telle menace. Pensa alors un évêque immédiatement envoyé sur place, aidé de quelques inquisiteurs afin de vérifier si ces dires étaient vrais. En effet, on pourrait imaginer qu'ici, l'Église, de peur de voir une chose satanique apparaître, soit plus réactive que la royauté ou les féodaux afin d'envoyer des expéditions et vérifier si tout cela et toutes ces rumeurs sont vraies. Car, en voyant ces dernières grossir, ils auraient fini par envoyer une expédition prenant la possibilité de l'émergence de choses démoniaques ou d'illusions envoyées par le diable beaucoup plus au sérieux que ce que pourrait le prendre un seigneur. Par ailleurs, ici, quelle ne fut pas la surprise de l'évêque et de l'inquisiteur de voir la ville. Alors qu'ils toquèrent auprès du seigneur local, ensemble, ils organisèrent une expédition. Alors là, je tiens à rappeler que dans le contexte médiéval, le seigneur possède les terres autour de son château, et donc c'était un petit peu son devoir en tant que seigneur d'aller défendre ses paysans et de défendre ses terres. Donc on pourrait facilement imaginer
que quelques seigneurs locaux ayant un honneur un petit peu démesuré et peut-être aidés par quelques religieux voyant là quelque œuvre démoniaque, décident pour se couvrir de gloire et de prestige et dans le but pour eux de faire une action qui les aiderait à accéder au paradis, de lancer une expédition pour voir ce qu'il en était, tenter de sécuriser des ressources, de sécuriser des bâtiments, de sécuriser surtout leur domaine, en prévenant une potentielle invasion de monstres démoniaques. Parce qu'il faut savoir que la société médiévale était très superstitieuse. C'est ainsi que personne ne comprit. Et que, à Paris, des employés d'une honnête corporation virent arriver un seigneur local, un chevalier, plus grand et plus puissant que les autres, marchait, ou plutôt galopait, sur son cheval en avant. Derrière lui, ses propres chevaliers et leurs écuyers, ainsi que quelques hommes d'armes, étaient présents. En voyant ce qu'il se passait, ils virent ces personnes étrangement habillées, mais surtout, ils virent des tenues qui pensèrent démoniaques. Quelle est la signification de tout cela? Déjà, ils virent les tenues des femmes. Pour eux, ils se demandèrent, est-ce des tenues du démon? Ensuite, quand ils virent la tenue des messieurs, costard cravate, chaussures cirées, ils ne comprirent. Ils pensèrent que c'étaient des suppôts de Satan. Immédiatement, ils chargèrent. Sauf que de loin, Frédéric de la police nationale les vit. À ce moment-là, il tira. Ainsi, il en tua plusieurs. Mais il arriva à en capturer certains. Alors avant toute chose, là je tiens à dire que pour ce petit bout d'histoire, j'ai préféré faire ça plutôt qu'une histoire impliquant un important connétable, parce que pour moi, il me paraissait relativement réaliste que avant que d'éventuels grands du royaume soient capturés, on va dire ça comme ça, il est très probable que ça soit d'abord des petits paysans ou nobles locaux qui soient interrogés. Très vite, à l'Élysée, les rapports fusent. Jean-Marc ne sait comment réagir. Que faire? Il se dit, mais ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, un officier de police qui accompagnait Frédéric lui montra les preuves. Voici des chevaliers médiévaux. Je les ai vus. Nous sommes actuellement en train de les envoyer vers la prison la plus proche. Mais ce n'est pas tout. Un général arriva en panique. « Monsieur le Président, c'était donc vrai. »« Quoi ?» répondit-il. « Il n'y a rien aux abords de la ville, seulement quelques villages pouilleux. »« Mais où sommes-nous » Tout d'un coup, le président s'interrogea. C'est alors que le général dit « Mais je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Il n'y avait aucun laboratoire qui souhaitait faire changer de place certaines villes. » « Est-ce un coup de qui ?» dit Chinois, des Russes, des Américains, d'une corporation, d'un autre État. Qui avait fait cela, se demandait-il. Était-il sur le point d'être détruit? Un autre général arriva et dit « Monsieur le Président, c'est une véritable catastrophe. Les sous-marins nucléaires ne répondent toujours pas. Pire que ça, aucune antenne ne répond. Plus rien ne fonctionne. Tout ce qui est en dehors de Paris semble avoir disparu. » Alors, le général qui avait déjà commencé à réfléchir à quelques plans d'invasion plus tôt, dit « Nous sommes faits car nous ne pouvons rien faire face à cela. Si un de nos ennemis possède une arme si puissante, nous ne pouvons résister.
Il faut rentrer en contact au plus vite et négocier. Mais le ministre des Affaires étrangères répondit : négocier ? Mais avec qui ? Où sommes-nous, au juste ? Et puis, si ça se trouve, nous sommes en sécurité. C'est alors qu'ils virent au loin la rue débordée. Ou plutôt, qu'on leur montra une photo de la rue en train de déborder. Là, montrée par un autre émissaire qui leur dit : regardez, c'est une catastrophe. Des bâtiments prennent feu, partout des pillages. Ils étaient complètement dépassés. Mais l'Élysée n'était pas le seul endroit où l'on réfléchissait à comment réagir. Plusieurs autres endroits coupés déjà tentaient de contacter l'Élysée pour avoir plus d'informations. Et en plus, à l'Assemblée nationale, en voyant cela, on s'organisa. Déjà, les quelques immeubles autour furent sécurisés par des forces de sécurité. Ensuite, ce qu'il restait de l'Assemblée réunie en urgence vota l'envoi d'émissaires à l'Élysée, évidemment, mais également, se demandant ce qui se passa, tenta de se mettre en sûreté. En sûreté ? Mais où ? Par ailleurs, ils reçurent une troublante nouvelle de la part de l'armée de l'Élysée. Apparemment, Paris était tout ce qu'il restait de la République française. Là, on s'offusqua. On disait : c'est impossible, mais on leur montra les images à eux aussi. Alors, l'Assemblée eut une idée. Elle se dit : il ne faut pas laisser toute la gestion de cette crise à l'exécutif. Après tout, c'est notre raison de vivre, également de diriger. Il se mit à proposer et à voter moult lois, tout aussi stupides que sur des détails, afin par exemple d'envoyer des émissaires récupérer de la nourriture. En effet, l'opposition, ici on pourrait l'imaginer, ne laisserait sûrement pas l'exécutif prendre le contrôle total de la situation et réagirait vivement. Par ailleurs, l'Assemblée nationale réfléchissait même à rentrer en contact avec d'autres contre-pouvoirs, comme Matignon, la mairie de Paris ou le Sénat, afin que le pouvoir et la gestion de la crise ne passent pas complètement dans les mains de l'Élysée. Adrien réfléchissait. Il ne comprenait pas. Il avait été téléporté dans ce Paris, mais lui, il habitait en banlieue. Il était juste venu voir un film. Un crieur de rue du gouvernement dit que Paris était tout ce qu'il restait. C'est alors qu'en voyant la catastrophe, d'autres voyaient le désespoir, d'autres se demandaient s'ils allaient survivre, s'ils allaient mourir, s'ils allaient être détruits par une bombe nucléaire, si la famine n'allait pas s'abattre. Lui commença en son fort intérieur à se dire : je dois m'adapter à la situation. Jour 2 après la catastrophe, Adrien et plusieurs autres se retrouvèrent pour faire face à la nouvelle coupure de l'électricité. Ils réunissèrent différentes choses, des panneaux solaires, des ordinateurs, mais ils étaient tous mus par quelque chose de plus que de sauver le savoir. Non, ils avaient une obsession sur la technologie. Ils voulaient que le progrès ne s'arrête jamais. Ils voulaient que la technologie continue d'évoluer sans fin et atteigne de nouveaux horizons, des horizons pour l'instant qui n'ont jamais été atteints. Ils rêvent d'IA intelligentes, de robots qui travailleraient pour les humains et permettraient de créer un paradis utopique où personne ne travaille. Mais avant tout, ils ont décidé de mettre en commun leurs petites compétences de hacking, de codage et autres, afin d'utiliser des ordinateurs pour des choses, on va se le dire, beaucoup plus matérielles. Comptabilisation, gestion administrative,
ils allaient faire de la sous-traitance pour l'instant. Même s'ils aspiraient à beaucoup plus, ils aspiraient à la technologie, bercés par des rêves de combats de méca. Et peut-être que là, il commençait à y avoir une divergence entre les fanatiques de la technologie et les simples Parisiens qui voulaient survivre. Je dois savoir ce qui arrivera. Mais comment ? Comment, se demandait-il. En tout cas, il vit dans cette situation, tant de gens apeurés, une opportunité pour gravir rapidement l'échelle sociale, devenir quelqu'un d'important, alors que les personnes étaient paniquées. Déjà, il réfléchit, et immédiatement, après la catastrophe, après que le ciel fut devenu fou, il se dit: certains produits auront beaucoup de valeur et risquent de devenir rares au vu du climat actuel. Un jeune criminel était là. Tout d'un coup, il vit quelque chose, les gens paniquaient, il fit quelques petits larcins, il vit des opportunités. Mais la police se tarda à venir. Elle semblait comme être dans des expéditions. Il se frotta les mains. Il alla voir des amis, ils ne se connaissaient même pas, des compagnons de larcin, faut-il mieux dire, des anarchistes de tout poil. Et bien que la première journée, les actes de vandalisme furent plutôt isolés, la deuxième journée, malgré la non-présence d'Internet, ils arrivèrent à s'organiser et à mener à bien une opération complètement folle. Ils rêvaient de tout brûler. Certains voulaient créer un nouveau pays, meilleur, avaient un motif idéologique, mais en réalité ce n'était qu'un vernis. Leur but, c'était de tout casser. Jour 2. Paris en flammes. En effet, ce matin-là, les Parisiens se réveillèrent. Tout Paris brûlait. Anarchistes de tout poil avaient tout détruit. Et personne ne savait comment réagir. Par ailleurs, la police était complètement débordée et se repliait d'une grande partie de la ville, essayait juste de maintenir l'ordre dans des lieux stratégiques. Déjà, certains points du périphérique avaient été militarisés, des expéditions en dehors de la ville avaient été lancées. Enfin, le 7e et le 16e arrondissement avaient été verrouillés, et l'ordre y était, du moins théoriquement, maintenu. Évidemment, officiellement, aucun abandon de souveraineté n'a eu lieu. En tout cas, en voyant que la mairie de Paris, ou même l'Assemblée nationale, commençaient à prendre le contrôle de zones autour d'eux et à en assurer la protection, que restait-il de l'autorité centrale ? En tout cas, quelques hélicoptères avaient été envoyés. Et aujourd'hui, à l'Élysée, c'était la panique. Les derniers récalcitrants venaient de voir une vidéo qui leur montrait pourtant la réalité. Tout autour d'eux, des villages désertés. On voyait des médiévaux devenant fous, hystériques, tentant de les détruire, ou au contraire s'inclinant devant les hélicoptères chargés de surveiller et de cartographier les zones aux alentours. Mais en quelle date sommes-nous ? Nous ne comprenons rien. Sommes-nous dans un univers alternatif ? Parce qu'ils sont, ne serait-ce qu'humains, diverses expéditions avec divers buts ont été lancées. Déjà, il allait prévenir les risques bactériologiques. Ainsi, un échantillon d'air et de sol de Paris a été analysé. Le même a été fait en dehors de Paris. Ensuite, les plus grands savants de la ville, ou du moins certains d'entre eux, avaient été réunis à l'Élysée avec un seul but, comprendre la catastrophe. En plus de cela, des expéditions avaient été lancées pour déterminer si les virus au dehors étaient dangereux
était-il inconnu ou non? C'était une question que tout le monde se posait. Ou pour être exact, que l'élite se posait. Car elle avait peur. Paris brûlait ce jour-là. Partout, le contrôle échappait et de petits groupes se formaient. Certains étaient des groupes motivés par de l'idéologie. Des rapports fous venaient même d'apparaître. Le président rigola en se disant que un immeuble avait été pris de contrôle par des fanatiques qui aimaient la technologie. Mais d'autres groupes faisaient bien plus peur. Déjà, des anarchistes. Ensuite, face à cette catastrophe, les satanistes s'étaient réveillés. D'autant plus que la rumeur que le Moyen-Âge était présente autour s'avérait de plus en plus vraie. La population paniquait, et ceux qui en tiraient parti, c'étaient les charlatans qui promettaient un retour à la réalité, et surtout les religions en tout genre. Mais, comme nous l'avons vu plus tôt, les satanistes en tiraient un grand parti. En effet, les gens ne savaient plus croire en Dieu, ils venaient de tout perdre. Leur maison, leur vie, que faire? Par ailleurs, il y avait différents problèmes. Certes, il y avait des zones de sécurité, mais les immeubles ils appartenaient à des personnes. Et la loi n'était plus vraiment respectée. Du coup, beaucoup de sans-domicile s'en profitaient pour commettre moult larcins. Déjà, des groupes basés sur des critères tribaux commençaient à apparaître. On s'en inquiétait énormément. Mais, pour maintenir un semblant d'autorité, il a été décidé de temps en temps dans la journée, envoyer des raids de police à divers endroits de la capitale pour prévenir le sécessionnisme, du moins celui qui était trop ouvert, et maintenir un semblant d'ordre. Ainsi, officiellement, Paris était uni. En réalité, seuls que quelques arrondissements étaient unis. Par ailleurs, le gouvernement avait peur. Peur de l'Assemblée, peur de la mairie de Paris, peur des quartiers, et des arrondissements qui commençaient à ne plus lui obéir. Mais il avait un énorme avantage. Il avait l'armée, il avait la police, mais surtout, il avait peur du monde autour. Et il ne savait combien de temps les réserves de nourriture tiendraient. Ainsi, la nourriture de ces médiévaux fut analysée. Enfin, l'un d'entre eux capturé finit par dire « Monseigneur, nous sommes en l'an de grâce 1329 du Seigneur. » D'abord, les militaires rigolèrent. Ensuite, ils prirent peur. « Ma famille, dit où est-elle? La reverrai-je? »« Mais j'habite en banlieue, où vais-je dormir ?» dit un autre. Pourtant, ils n'avèrent le choix. Ainsi s'acheva la deuxième journée. Mais, dans les catacombes, un petit contingent se réunit. Apparemment, un des médiévals a été capturé à la frontière de la ville, au niveau du périph'. Là s'avança une personne encapuchonnée. Il avait recruté quelques anarchistes qui avaient participé à la nuit du feu et du sang. La nuit, juste après le premier jour où tout Paris avait brûlé. Et qui, bien qu'il n'y ait rien d'officiel, avait mené à une énorme répression. La police avait tiré à vue. Il y avait eu un charnier. Il n'y avait plus d'autorité centrale à Paris. Pourtant, depuis leurs catacombes, le chef de cette bande ne s'était jamais senti aussi puissant. Mais ce n'était pas que de simples voleurs, car au sol on voyait des signes sataniques, du sang de mouton réparti par terre. Et les recrues n'avaient jamais été aussi nombreuses et aussi dévouées. En plus, ce médiéval, en voyant tout cela, cria. Il cria. C'est comme si son pire cauchemar était arrivé. C'est comme s'il considérait cette ville comme satanique. Mais
ce qu'il venait de voir là, c'était plus qu'un doute, c'était une preuve. Le médiéval, un prêtre, nommé Jean, criait, mais tout d'un coup, les satanistes allèrent dormir. Non, ils ne sont point assez bêtes pour ne laisser personne garder la porte, se dit-il. Il arriva à se détacher, car il avait quelques habitudes avec les brigands. Il savait comment délier ses mains. Ensuite, il partit et il courut jusqu'au périphérique. C'était donc vrai, se dit-il. C'est la ville de Satan. Les façades sont peut-être ruisselantes, étincelantes. Il y a peut-être de l'or dans un dôme. On voit au loin les invalides, dit-il. Qu'est-ce que cela veut dire, se demanda-t-il. Mais il marcha et avança. Il devait absolument prévenir. Il y avait des rituels. Sous la ville, il y avait un endroit qui puait, où il y avait des crânes. Était-ce des égouts, des catacombes? Le savait-il? Il avait lu ces mots sur des panneaux. Tout autour, il voyait une société incompréhensible. Non seulement il y avait de la débauche, non seulement cette ville était satanique pour lui, mais en plus, il cachait de terribles secrets. Sa conviction avait été renforcée lorsque, trouvant un bouton en bas d'un immeuble, il appuya dessus. Il entendit un bruit. Est-ce le frottement du métal? Ding dong! Ding dong! Quelle est cette chose satanique? Puis il recommença. Il courut. Il devait prévenir. Les enfers étaient arrivés. C'était l'heure du jugement dernier. Il fallait que le pape appelle se croiser, prendre la croix et à marcher aux côtés de Dieu pour le jugement dernier. Les satanistes rigolèrent. Désormais, il y avait un schisme très fort entre les anarchistes, désormais pourchassés, et les satanistes. Il y avait également ces fanatiques de la technologie. Enfin, une petite expédition avait été lancée par des personnes voulant rentrer chez eux, ne croyant pas à tout cela. Mais elles étaient bien vite rentrées à Paris, où s'était fait capturer. Que fallait-il faire? Se demanda alors une des personnes capturées. Et elle revient en arrière. De son expédition où elle faillit mourir, elle vit ses compagnons se faire détruire par des villageois, puis par une bande de barbares. Ils étaient dans supériorité numérique. Ils avaient été pillés, mais il n'y avait que montage. Il se dit une chose. Je hais ces médiévaux. Je les hais. Ce ne sont que des barbares. Il rentra. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était un politique. Il était bien déterminé à ce que jamais la ville de Paris, jamais la République française ne succombe à ces horribles médiévaux et à ce que cette dernière reste grande, puissante et libérée de ces derniers. S'ils pouvaient tous disparaître, et même si nous devions les aider, ce ne serait pas une grande perte, pensa-t-il. C'est la fin de cet épisode, et je tiens à vous remercier. C'était Imperium Gallicum. À plus les gens. Donc je tiens à rappeler qu'il y a la vidéo d'Alteris qui est en description, les 3 saisons d'Alteris en description, que voilà, c'est juste une série que je fais comme ça pour m'amuser, qu'il n'y a pas de politique, pas d'idéologie, enfin bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, je fais de l'Uchronie, du gameplay, du let's play narratif sur Art of Iron 4. Si vous avez des idées de scénario Uchronique, vous voulez discuter de mon scénario, vous avez des idées pour les épisodes d'après, laissez des commentaires en description. Et je vous dis à plus les amis.